Alors, bonjour à tous. On m'a invité à prononcer une conférence sur le thème L'école et la diversité des cultures, le piège du multiculturalisme, quelle laïcité, à quelles conditions l'universalisme occidental peut-il faire encore sens? Alors, pour répondre correctement à ces questions en 15 minutes, ou 15-20 minutes environ, il faut d'abord, me semble-t-il, poser la question du rapport à l'école et au patrimoine de civilisation qu'elle devrait théoriquement transmettre. Parce qu'à moins de croire, à moins de vouloir réduire l'école à une simple instance de socialisation, l'école a une fonction fondamentale de transmission d'un patrimoine de civilisation, d'une tradition au sens fort du terme, une sélection d'œuvres, une sélection de connaissances, une sélection d'événements historiques doivent être transmises aux nouvelles générations pour leur permettre d'accéder au monde, d'accéder à l'espace public, d'accéder à la cité, à la lumière du meilleur de notre civilisation. Donc l'école devrait transmettre théoriquement ce patrimoine de civilisation qui est vu comme une forme de prérequis pour la vie civique. Or, on pourrait dire que depuis une cinquantaine d'années, la chose a souvent été documentée, mais il vaut la peine de le redire en quelques mots. C'est le rapport à cette idée de transmission qui était fondamentalement renversé. L'école devait transmettre un patrimoine de civilisation. Nous en sommes venus plutôt à l'idée qu'elle était au cœur d'un dispositif de reproduction d'institutions sociales injustes, aliénantes, et qu'il fallait, autrement dit, que l'école ne transmette plus savoir et culture, qu'elle ne transmette plus ce patrimoine de civilisation, au contraire, mais qu'elle cherche à enrayer la transmission de ce patrimoine, qu'elle cherche à contenir, à renverser, à déconstruire ce patrimoine. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il serait fondamentalement toxique. Il s'agirait d'un patrimoine empoisonné. Il s'agirait d'un patrimoine qui euh, empoisonnerait les nouvelles générations en transmettant un ensemble de stéréotypes, de préjugés, d'idées toxiques qui fondamentalement reproduiraient des mécanismes d'aliénation et qui pousseraient finalement les jeunes générations à intérioriser mentalement des schèmes d'aliénation, des rapports de pouvoir, des rapports de domination qui iraient contre l'émancipation humaine. Et on se retrouve donc dans cette idée que l'école, loin de devoir transmettre, l'école doit interrompre le processus de transmission. L'école ne doit plus transmettre, elle doit déconstruire. Et ce que l'on voit, puis on le voit pour peu qu'on se tourne ensuite vers ce qui se fait à l'université, qui est toujours quelques années d'avance on pourrait dire dans les avant-gardes sociétales, eh bien, la déconstruction doit toujours être poussée plus loin. La déconstruction ne sait s'arrêter. La déconstruction doit être poussée toujours à la prochaine étape. On voyait, je crois, il y a quelques jours qu'apparemment, même désormais, la traduction est une méthode de domination. Donc, finalement, l'intégralité de l'existence doit être passée sous le signe de la domination. Et ce que l'on nous invite à faire, désormais, c'est de prendre l'école comme le laboratoire de la table rase. L'école ne doit plus transmettre, au contraire, l'école doit déconstruire ce qu'elle nomme les préjugés, ce qu'elle nomme les stéréotypes, doit aplatir la société, doit la ramener à zéro, doit repartir à partir de rien. Mais pour cela, elle doit avoir mené à terme la déconstruction. Et me semble-t-il que c'est le point de départ à partir duquel nous devons réfléchir sur le statut de l'école aujourd'hui. Dans la mesure où elle n'entend plus assumer ce patrimoine de civilisation dont elle était dépositaire et qu'elle avait la responsabilité de transmettre. La chose est grave. Donc, en elle-même, et cette question-là, je dirais qu'elle est indépendante de la question qui nous intéresse ici du multiculturalisme, c'est-à-dire ce processus de déconstruction a été amorcé bien avant les vagues migratoires qui transforment fondamentalement les sociétés occidentales aujourd'hui. Il est intimement lié à la dynamique de ce qu'on appelle aux États-Unis les Radical 60s, c'est-à-dire ce moment de bascule, ce moment d'inversion des références civilisationnelles, anthropologiques, identitaires dans le monde occidental qui date des années 60 et qui n'a fait que se radicaliser depuis, au point même de s'institutionnaliser à l'intérieur même de la définition qu'on se fait de la démocratie. Je parle quant à moi de régime diversitaire. Hein, c'est un régime idéocratique qui entend reconstruire intégralement la vie sociale, qui entend reconstruire intégralement jusqu'aux processus les plus intimes de la socialisation au nom d'une conception de la diversité qui nous dit fondamentalement qu'il faut décoloniser la société
intégralement, la décoloniser de quoi? La décoloniser de la figure tutélaire et oppressive du mâle blanc hétérosexuel qui devient d'une certaine manière le nouveau grand méchant de l'histoire, hein, celui dont on doit contester le statut, l'hégémonie, dont on doit contester les privilèges. Et ce qu'on espère, évidemment, c'est que les mâles blancs hétérosexuels les plus éclairés eux-mêmes se lanceront dans une nouvelle nuit des privilèges pour se délester de leurs privilèges blancs, dit-on aux États-Unis même, quelquefois. Je crois qu'on le dit chez vous aussi. Se délester de leurs privilèges et devenir les meilleurs alliés des minorités, des groupes dominés, qui auraient été longtemps refoulés, dominés, qui auraient été expropriés symboliquement en quelque sorte et qui aujourd'hui reprendraient la maîtrise de leur histoire en contestant, en décolonisant de l'intérieur la civilisation occidentale, en la décolonisant à partir de ses marges et avec cette singularité, en la décolonisant à partir de l'État, parce que l'État lui-même se retourne en fait contre la nation, se retourne contre la société, se retourne même contre la civilisation, l'idée même de civilisation occidentale, et se voit désormais comme une instance de rééducation à temps plein de la population sous le signe de l'ingénierie identitaire, sous le signe de l'ingénierie symbolique. Et on le voit avec la normalisation à l'intérieur même de l'école publique. On le voit de mon côté de l'Atlantique, je me permets d'en témoigner. La normalisation à l'intérieur même de l'école publique de concepts comme racisme systémique, privilège blanc, suprématie blanche, des concepts auxquels on donne une portée exceptionnelle. Par exemple, le concept de suprématie blanche va être utilisé pour désigner en fait le libéralisme, va être utilisé pour désigner l'universalisme occidental, va être utilisé pour faire le procès de l'idée même d'universel, parce que derrière l'universel se masquerait en fait le privilège blanc, le privilège d'une majorité qui aurait porté le masque de l'universel pour dissimuler ses privilèges, pour dissimuler ses odieux privilèges. Et on voit donc que l'école, c'est dans cette logique, s'engage dans une logique de déconstruction des référents les plus intimes, jusqu'à se permettre d'aller déconstruire ce qu'on appelle aujourd'hui le chantier de l'identité de genre, hein, c'est-à-dire que l'école se croit même en droit de reconstruire ce que l'on croyait relever du donné naturel de l'humanité, c'est-à-dire la division sexuée de l'humanité. L'école entend désormais décoloniser les représentations sexuelles, hein, de quelle manière? Eh bien, l'école entend déconstruire l'idée, par exemple, de l'homme et de la femme, déconstruire non pas les représentations circonstancielles du masculin et du féminin, mais d'aller déconstruire au nom de la fluidité des représentations identitaires, entend déconstruire, en Amérique du Nord, à tout le monde, on le voit de plus en plus, entend déconstruire cette idée d'une humanité sexuée sous le signe du masculin et du féminin. Donc, on est devant une espèce de critique qui ne sait s'arrêter et qui va très loin. Évidemment, si vous avez la mauvaise idée de douter de cela, vous serez bien évidemment accusé de transphobie ou d'une autre des phobies disponibles sur le marché des idées interdites. J'ajoute, parce que ça mérite d'être dit, que c'est à travers ça, c'est le rapport au réel qui est condamné. C'est-à-dire que le réel n'existe plus parce que toujours la subjectivité tyrannique des uns ou des autres qui brandissent l'étendard minoritaire, une forme d'opportunisme victimaire, fait en sorte que toute norme qui prétend s'imposer à la lumière d'un héritage de civilisation est présentée comme inévitablement tyrannique. Et de ce point de vue, j'aime dire, en m'en moquant un peu, que nous avons poussé l'athéisme jusqu'au bout, parce que d'abord, ça consistait à dire que douter de l'existence de Dieu, très bien, ça relevait de la préférence personnelle, mais maintenant, nous doutons même de l'existence de la réalité. Hein, c'est-à-dire que tout ce qui se dégage de la subjectivité, c'est vu comme une espèce d'environnement toxique, dangereux, inquiétant, aliénant, oppressif. Et il est nécessaire de se dégager de tout ce qui n'est pas moi. Une forme de subjectivité tyrannique s'impose. On le voit que ça a des effets, notamment dans la construction des programmes scolaires, parce que le savoir, lorsqu'il est transmis, sera perçu comme un instrument de domination illégitime, ne tenant pas compte de la spécificité des différents groupes identitaires présents dans l'école d'une manière ou de l'autre. Tout cela pour dire que, pardonnez-moi, tout cela pour dire que c'est le rapport même à l'idée de civilisation qui est renversé dans la vision contemporaine de l'école, peut-on dire. Et quand on rencontre alors la question de la diversité des cultures au sens large,
Eh bien, comment une civilisation qui en vient à douter de sa propre existence, qui en vient à douter de sa propre légitimité, qui ne reconnaît sa singularité que pour s'accuser, qui ne reconnaît son existence que pour faire son propre procès, qui n'admet d'exister que pour prendre le rôle du salaud, eh bien, comment une telle civilisation peut-elle ensuite être capable d'intégrer des populations qui arrivent par ailleurs dans des quantités significatives, hein, c'est-à-dire les mouvements migratoires aujourd'hui ne sont plus des mouvements à petite échelle, on est devant des mouvements migratoires massifs, eh bien, comment peut-on même espérer être capable d'intégrer, d'assimiler, on dirait chez vous, d'intégrer substantiellement les nouveaux arrivants à une civilisation qui elle-même n'offre que le spectacle de sa propre déconstruction. On est dans une forme de nihilisme, d'hypnose nihiliste qui fait en sorte que nous ne savons plus exactement ce que nous pourrions offrir. Sinon, et là, ça c'est la ligne de repli pour certains, on se dit oui, mais on va néanmoins offrir l'universalisme, hein, à la manière d'une dernière ligne de défense. Certains vont dire la laïcité aussi, ou encore l'universel, la laïcité. Et ce que l'on oublie, me semble-t-il, et ça c'est le paradoxe de l'universel, c'est-à-dire que les Occidentaux aujourd'hui ne voient pas que l'universalisme est un particularisme. C'est-à-dire que leur conception de l'universel est tout sauf universelle. Leur conception de l'universel qui se veut désincarnée, c'est une forme de mystique de l'universalisme en quelque sorte, qui se confond aujourd'hui avec une mystique de la désincarnation. Pardonnez-moi, une mystique de la désincarnation, c'est-à-dire on va pousser toujours plus loin vers une conception de plus en plus éthérée de l'être humain pour croire offrir ainsi une figure de l'émancipation. Or, ce qui me semble absolument évident, c'est que cet universel désincarné, cet universel étranger aux conditions historiques qui ont permis son apparition, cet universel délié, délivré de son substrat sociologique, de son substrat civilisationnel, eh bien, cet universel délié se retourne finalement contre la civilisation, contre les sociétés qui s'en réclament, parce qu'elles ne parviennent plus à nommer leur singularité que dans ce culte d'un universel désincarné. Et elles ne sont plus capables de nommer les fondements, cette part centrale de la philosophie politique qui réapparaît aujourd'hui, me semble-t-il, ils ne sont plus capables de nommer les fondements culturels de cette aspiration universelle, ne sont plus capables de nommer les mœurs sur lesquelles s'appuie cette prétention à l'universel, ne sont plus capables de voir que si l'universel est un horizon, si l'universel est un horizon désirable, nous ne pouvons y accéder qu'à travers la médiation d'une culture particulière qui doit être consciente de sa particularité. Alors là, j'ajoute que si on fait une histoire du 20e siècle, qui est à mon sens l'expérience fondamentale du 20e siècle, c'est la résistance au totalitarisme, eh bien, c'est dans la capacité à puiser dans leurs propres ressources culturelles, leurs propres ressources symboliques, leurs propres ressources identitaires, leurs propres trésors de civilisation, que les hommes ont été capables de résister au totalitarisme. Je donne toujours 2 ou 3 exemples là-dessus. Solzhenitsyn ne résiste pas au totalitarisme au nom d'une mystique désincarnée des droits de l'homme. Il croit aux libertés. Sans aucun doute qu'il croit aux libertés. Elles sont fondamentales, les libertés. Mais il s'ancre à la fois dans l'orthodoxie et le patriotisme russe. De Gaulle, au moment de tenir tête au nazisme, aux Allemands, de 40 à ce qui suivra, eh bien, ce n'est pas seulement au nom des droits de l'homme et de la démocratie, ce n'est pas un pré-68 heures de Gaulle, ce n'est pas un pré-Fukuyama non plus. Il le défend au nom de l'honneur de la France, du caractère sacré du patriotisme français, du caractère sacré de la patrie française. Et c'est en s'appuyant sur ces assises de civilisation qu'il est capable ensuite de défendre par ailleurs les principes auxquels nous tenons tous, la démocratie, la liberté, le pluralisme, et ainsi de suite. Mais c'est qu'il s'appuie sur un substrat de civilisation qui fait en sorte qu'il est possible ensuite pour lui de défendre ces principes parce qu'ils sont incarnés, vivants, teintés de notre humanité particulière. On pourrait nommer aussi Churchill, qui va défendre la démocratie en défendant l'Empire britannique. Chez lui, les deux causes sont indissociables. On n'est pas obligé d'apprécier dans tous les détails, mais le fait est qu'il devait trouver un principe transcendant, une source transcendante capable de porter la défense des principes auxquels il tenait. Ça nous conduit à la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Vous parlez de séparatisme islamiste, on parle de communautarisme, on parle de dissociation, de fragmentation de nos sociétés, d'éparpillement identitaire. Il y a
plusieurs phénomènes qui se croisent ici. Si nos sociétés n'ont à offrir devant ce qui est une offensive à bien des égards, de ce qui est aussi un mouvement de tribalisation du lien social, si elles ne peuvent offrir qu'un universel désincarné qui, au nom des droits de l'homme, pousse à la déconstruction des mœurs. Hein. C'est le paradoxe, c'est au nom des droits de l'homme, aujourd'hui, on pousse à la déconstruction des mœurs, des cultures nationales qui ont pourtant engendré la possibilité de ces droits de l'homme. Il y a une forme de pathologie de l'émancipation. Eh bien, si nous n'avons à offrir que cette conception désincarnée d'un universel qui relève en fait d'une pathologie de l'émancipation, eh bien, nous serons terriblement désarmés devant ces poussées nombreuses communautaristes qui fragilisent de plus en plus nos sociétés devant ce que vous appelez aujourd'hui, parce qu'il est impossible de ne pas le nommer dans sa singularité, le séparatisme islamiste. On en arrive à la question, on retourne à la question de l'école, mais là, on a un piège, on a un problème. C'est que de plus en plus, l'école, on le constate, je l'ai dit plus tôt, porte elle-même ce programme de déconstruction. Alors, on doit évidemment travailler, on doit œuvrer à ce que l'école publique, à ce que l'école nationale, à ce que l'école commune renoue avec ce patrimoine de civilisation. On doit œuvrer à ce que l'école se réapproprie cet héritage fondamental, qu'elle veuille le transmettre. On doit s'assurer, on doit tout faire, en fait, pour que l'école, au sens le plus républicain, pourrait-on dire, renoue avec cet héritage de civilisation auquel elle n'aurait jamais dû renoncer. Mais nous devons aussi, je crois, à cette lumière, défendre ces oasis de culture que sont quelquefois, chez nous, on parle de la question de l'école privée, chez vous, c'est la question de l'école libre qui se pose aussi, défendre ces oasis de culture où, dans une époque troublée comme la nôtre, c'est-à-dire une époque qui en vient à douter de l'existence même du monde, qui en vient à douter de la légitimité de cette civilisation qui nous a pourtant fait, défendre ces havres, défendre ces oasis de culture, de civilisation où la tradition occidentale est conservée jusqu'à ce qu'elle puisse se redéployer au cœur même de nos institutions communes, il ne me semble pas abusif, il ne me semble pas exagéré de rappeler l'importance de ces institutions qui, à l'abri ou à l'écart, on trouvera l'image qui nous convient, à l'abri ou à l'écart des institutions communes, conservent ce que les institutions communes ne veulent plus conserver. Conservent ce rapport à la culture, ce rapport à la civilisation, ce rapport au caractère sacré de la culture à bien des égards. Il est nécessaire, me semble-t-il, de conserver ce que certains présenteront simplement comme des filières d'excellence. Je présenterai quant à moi comme des oasis culturelles, des oasis de civilisation. Je redis mon attachement aux grandes institutions communes. Je rappelle que, vu les circonstances historiques particulières qui sont les nôtres, au-delà de la question particulière qui est en elle-même légitime, la liberté scolaire, nous retrouvons la question de la fonction conservatrice de ces marges créatrices dans les circonstances, ces marges conservatrices et créatrices qui gardent un rapport vivant à notre héritage de civilisation quand l'État lui-même semble vouloir s'en décharger, plus encore, semble vouloir le déconstruire. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne suite pour le colloque.